4 incertitudes. La première, face au Brexit. On en entend parler maintenant depuis des mois, des années. Et là, nous sommes, là encore, dans un calendrier précis en termes d'actualité. Ce que je vous propose, avant de lancer les discussions et puis bien évidemment les réactions de nos intervenants, c'est de suivre cette petite vidéo. Elle dure un peu plus de 3 minutes. C'est quelqu'un que l'on connaît, que l'on apprécie beaucoup en Bretagne. C'est le président de Brittany Ferries. Il est également le président des armateurs français. Et bien évidemment, qui mieux que lui pouvait se pencher sur le Brexit et ses incertitudes. On l'écoute. Le Brexit pour Brittany Ferries, d'abord, ça a commencé le 26 juin 2016. C'est-à-dire qu'à peine les résultats du référendum tombaient, il y avait un impact sur la monnaie. La compagnie collecte 80% de son chiffre d'affaires en livres sterling. Donc, je veux dire, on y est dedans depuis. Alors, finalement, ça n'a pas eu d'impact dès le départ sur les 2 premières années. Par contre, en 2019, oui. Et sur les réservations de 2020, oui aussi. C'est-à-dire que, finalement, cette tension qui est due à la lenteur des prises de décision fait que ça a une influence quand même sur le marché des choix des entreprises donc, qui collectent avec des chargeurs et des transporteurs industriels, qui sont une partie de nos clients, et aussi des choix de familles pour leurs vacances et le territoire de la zone euro avec une monnaie qui a dévalué entre 15 et 25% selon les dates. Et forcément, ça impacte le pouvoir d'achat pendant les vacances. Donc ça a un impact sur nos volumes transportés. La deuxième chose, par contre, pour l'opérateur, et même pour l'opérateur usager portuaire, finalement, le report des dates a plutôt été un bien, parce qu'on s'est préparé pour le 29 mars, puis ensuite on s'est préparé, et on a même fait des exercices grandeur nature pour le 31 octobre, et finalement, on a encore un peu de temps de préparation sur toutes nos procédures de passage douanier. Donc sur ce volet-là, c'est plutôt, le timing est plutôt un bien, mais il faut être très clair, la grande question, c'est que vraisemblablement, c'est pas terminé. Puisque si tant est qu'il y a une majorité qui se dessine au Parlement le 12 décembre, on peut imaginer que si c'est une majorité conservateur, l'accord numéro 2 va être ratifié, mais il restera toute la période de négociation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y aura après le 31 décembre ou le 31 janvier 2021, nul ne le sait, et vraisemblablement, ça va même être très difficile de discuter de tout ça seulement sur 12 mois pour aboutir au 31 janvier 2020. Comment est-ce qu'on peut imaginer gérer une entreprise et qu'est-ce qu'on aurait en besoin ou en souhait? Le premier point, c'est quelque part, moi je suis un opérateur breton, mes lignes sont à l'ouest du détroit du Pas-de-Calais, déjà de faire en sorte que potentiellement, dans la future Union européenne sans la Grande-Bretagne, la zone Bretagne soit considérée comme une zone encore enclavée. Et Dieu sait si l'imagination de Brittany Ferries par nos anciens, c'était le désenclavement de la Bretagne. Mais avec un marché de 75 millions de 75 millions d'habitants qui allaient accéder au marché commun. Or là, ils vont s'en aller. Est-ce qu'on est plus enclavé ou moins qu'en 1970 ? Pour moi, on est bien plus enclavé en 2020 ou 2021 que l'on était en 1970. Donc, il y a un besoin d'améliorer toujours nos communications. Donc, c'est quoi ? C'est la fibre. C'est des routes de qualité. Bon, ça, j'ai pas envie de dire que c'est à peu près acquis. Mais par contre, c'est un réseau ferroviaire qui soit autrement dimensionné parce que vraisemblablement, la Bretagne, en réseau ferroviaire fret, sera nécessaire. Évidemment, je pense à mes connexions portuaires et mes bateaux au bout des connexions portuaires. Donc, voilà, quelque part, comment est-ce que potentiellement on peut imaginer ça sur un territoire comme la Bretagne? Comment est-ce que des unions ou des syndicats professionnels d'entrepreneurs peuvent prendre ces considérations en compte? Voilà, Jean-Marc Rouet, le président de Brittany Ferries, toujours très à même de décrypter, d'être très didactique sur la situation. Comme à chaque incertitude, ces 4 incertitudes, on va vous demander, Yann Le Jolivet, de nous faire un chapeau introductif. Là, nous sommes sur cette incertitude face au Brexit. On l'a bien compris, la Bretagne est au premier rang. Alors l'avantage de se retrouver le 28 janvier, c'est qu'on a le résultat des élections britanniques aujourd'hui, donc on voit en effet que le problème reste entier. Alors au-delà du problème immédiat et qui est réel que pose le PDG de Brittany Ferries, c'est toute la question qu'on peut aborder, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que c'est pas le multilatéralisme de nos échanges économiques qui est en train de voler en éclats? On savait déjà que l'ONU était
un peu out au plan politique, mais là on voit que l'Union européenne a pu être neutralisée pendant de nombreuses années. Il y a encore des mois de négociations qui s'annoncent pour la Grande-Bretagne. Et puis on voit également que l'OMC ne peut plus fonctionner puisque par différentes mesures aujourd'hui, les États-Unis l'empêchent de fonctionner. Donc à travers le cas de la Brittany Ferries, à travers le Brexit qui arrive, est-ce qu'aujourd'hui c'est pas ce monde de gentleman's agreement entre pays responsables pour les échanges économiques est en train de disparaître? Autrement dit, est-ce que le multilatéralisme bientôt ne sera pas le bilatéral façon hockey choral? Geoffroy Roux de Bézieux, c'est un sujet évidemment que vous suivez avec grande attention depuis des mois, des années. On est dans l'incertitude ou vraiment dans l'inquiétude aujourd'hui? Il y a deux manières de répondre à votre question. Bon, à court terme, finalement, il y a beaucoup moins d'incertitude aujourd'hui qu'il y en avait il y a 3 mois. Parce qu'on sait que le 1er février, ça sera effectivement le Brexit, mais un Brexit avec un accord de transition. Et donc, à quelques détails opérationnels près, notamment effectivement les formalités douanières, etc., rien ne change pour les entreprises jusqu'au moins au 31 décembre 2020, où là, normalement, l'accord de sortie est signé, et un accord pour la future relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni doit être signé. Mais je pense qu'il faut regarder un peu au-delà. Qu'est-ce qui est en train de se produire quand on écoute les déclarations de Boris Johnson? Boris Johnson, il veut la jouer à la Trump. C'est-à-dire, il est en train de jouer le rapport de force en disant, finalement, comme les États-Unis visent la Chine qui ont un déficit commercial structurel de très grande ampleur, quand vous rentrez dans une guerre commerciale, c'est celui qui exporte qui a plus à perdre et qui va céder. C'est ce qui s'est passé avec les Chinois. Et je pense que c'est ce que joue Johnson. On est l'Union européenne et la France est net exportateur très fortement vis-à-vis du Royaume-Uni, même s'il y a beaucoup de volume d'échanges. Et donc Johnson va faire monter, maintenant qu'il est une majorité très très nette, il va faire monter la tension pour négocier le meilleur accord possible. Le risque pour nous, il est de deux natures. Il est d'avoir un accord déséquilibré, avec une forme de dumping fiscal, social, normatif, environnemental à notre porte. Et plus largement, ça veut dire qu'il y a un autre modèle qui va s'installer, en tout cas jusqu'à que Johnson soit au pouvoir, à nos portes. Modèle très différent, avec un modèle social. Alors, Agnès Verdier-Molinier est partie, mais un modèle social très, 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 très différent. Quand vous êtes au chômage en Grande-Bretagne, vous touchez aujourd'hui 57 livres par semaine. 57 livres, ça fait 60 €. Donc, beaucoup moins d'impôts pour attirer un maximum de capitaux et d'entrepreneurs pour effectivement mener une concurrence. Et nous, on a un modèle social, alors nous, Européens, je me place, qui est très coûteux, financé par beaucoup de prélèvements obligatoires, qui est très protecteur pour les citoyens, et qui va être challengé. Alors, il est challengé aujourd'hui par Singapour, il est challengé par d'autres, mais là, il va être challengé aux portes de l'UE. Et ça va être le test de vérité pour l'UE. Ça peut être la meilleure ou la pire des choses. Soit elle se réforme, notamment, je pense que c'est l'occasion d'abandonner cette règle absurde de l'unanimité. Il faut voir que l'Union européenne, c'est une copropriété où le gars qui a 10 mètres carrés dans la cave peut bloquer tous les projets de rénovation de l'immeuble. Donc, alors je parle à un professionnel, Hervé. Mais l'image est belle. Non, mais c'est ça ce qui se passe. Pourquoi, par exemple, on n'arrive pas à avoir... Pardon, je ne veux pas être trop long parce que j'ai déjà beaucoup parlé, mais... Non, mais on a tout le temps qu'il faut. Mais pourquoi on n'arrive pas à avoir un socle d'impôt européen? On a, vous savez, une fiscalité, l'impôt sur société, je prends le plus simple, de 12% en Irlande et de 33% en France. Nous, on dit, écoutez, visons une espèce de serpent monétaire de l'impôt sur les sociétés entre 20 et 25% pour tout le monde. Pourquoi? Parce que l'Irlande, mais c'est pareil pour Malte ou le Luxembourg, lève le doigt et dit non, moi l'impôt, c'est un arme pour moi. C'est une arme pour attirer des gens. Donc, je ne veux pas. Et en plus, 12%, c'est avant tous les rescrits. Parce qu'en réalité, les grandes multinationales ne payent, les GAFA ne payent que quelques pourcents. Donc, on a une règle d'unanimité qu'il faut faire sauter. Pour moi, si vous voulez, ce Brexit, c'est une incertitude, c'est sûr. C'est aussi à la fois un énorme risque et une énorme chance pour l'Europe. Et puis, il y a un dernier mot qui me renvoie un peu sur le commentaire que j'ai fait sur la démocratie. Pourquoi le Brexit a marché? C'est la plus formidable opération de communication politique depuis 1945. Ils ont trouvé une marque formidable, parce que tous les Français, qui ne parlent pas tous anglais, savent ce que ça veut dire Brexit. Tous les Anglais l'ont compris. Et au fond, la communication politique aujourd'hui, dans un monde extrêmement complexe, c'est de réduire la complexité du monde à des slogans simples, mensongers, mais simples. Oui, mensongers, mais simples. Et donc compréhensibles.
Et donc Brexit, c'est devenu une marque, je ne sais pas si ça a été déposé par quelqu'un d'ailleurs, qui leur a fait fortune, une marque incroyable. Quand vous réfléchissez bien, dans les mots qui sont apparus dans notre vocabulaire depuis 5 ans, Brexit, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde sait quoi va, il n'y a pas besoin d'expliquer. Ça doit nous faire réfléchir aussi à la communication politique, comment convaincre nos concitoyens et comment expliquer la complexité du monde. Avant de vous écouter, Elisabeth Lévy, il y a un mot qui est revenu tout à l'heure, Hervé Carmarek, c'est le mot enclavement de cette région Bretagne. Et pour vous, lorsque l'on a préparé aussi ce débat, vous mettiez le doigt sur quelque chose d'important et vous posiez surtout une question fondamentale. On est peut-être aujourd'hui encore plus enclavé qu'il y a 10, 20 ans. Oui, et quand c'est dit par le président de la Brittany Ferries, ça nous fait réfléchir quand il dit que la Bretagne peut être plus enclavée aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 70. On peut se poser la question de savoir s'il a raison ou s'il a tort. Ce qui est sûr, c'est que le schéma régional d'aménagement du territoire, le SRALET, qui est en train de s'écrire ici en région Bretagne, plutôt la BRAISCOP, va fixer 38 objectifs, dont notamment le désenclavement, ou en tout cas le maintien des infrastructures ferroviaires à destination des marchandises. Et je crois que ça fait partie du rôle des unions patronales. Jean-Marc Roulet nous interpelle sur le rôle des unions patronales sur ces sujets-là, des unions des entreprises du MEDEF, que d'alerter nos élus sur les choix qui seront faits sur les 20 prochaines années. La BRAISCOP va engager la Bretagne sur les 20 prochaines années. Ce document est en cours de rédaction. Il a même été rédigé d'ailleurs, puisque l'enquête publique sera passée cet été. Et que si nous, Bretons, entrepreneurs bretons, ne sommes pas vigilants sur ce qui fait l'essence même de cette BRAISCOP et de ce SRADET, eh bien, nous risquerions de passer à côté d'une histoire économique et d'une chance extraordinaire que de voir la Bretagne continuer à exister. En tout cas, dans notre rôle de structure patronale, c'est quelque chose auquel nous serons, nous, extrêmement attentifs parce que, et je conclurai là-dessus, la région Bretagne a cette chance-là extraordinaire que d'avoir vu ses frontières rester strictement identiques. Mais de la même manière, la région Bretagne est devenue la 10e plus petite région de France, avec le 10e plus petit budget de France, 1,5 milliard de budget pour la région Bretagne, et que des choix, notamment d'infrastructures, vont se poser ou vont se poser. Et il ne faudrait pas que nous, finalement, nous soyons dans une région avec tellement peu de moyens que nous ne soyons pas la dernière roue du carrosse, mais pas loin. Donc on sera attentif à ça. Alors je sais que vous avez énormément travaillé sur le dossier du Brexit. J'en profite pour saluer le président du Césaire, Patrick Carré, qui a énormément aussi œuvré, tout comme son prédécesseur Jean Hamon, en rendant un rapport vraiment très complet, très précis, qui nous projette bien dans ce Brexit moins dur qu'il n'aurait pu l'être avec le no deal, mais quand même qui réserve certaines inquiétudes. Comment vous le vivez, vous, Elisabeth Lévy ? Nous, j'essaye de retrouver le titre qu'on avait fait. Mais enfin, moi, je dois l'avouer, le matin du Brexit, j'ai été plutôt contente. Non pas parce que je pense que c'est merveilleux pour l'Angleterre, mais parce que, effectivement, ça me plaisait plutôt de voir des peuples, si vous voulez, se rebeller contre ce qu'on leur dit être la vérité suprême depuis quelques années. Alors, je vais vous embêter un peu, Monsieur le Président, parce que vous avez dit tout à l'heure aucune entreprise n'est hors sol, et ça, j'y étais très sensible, mais je trouve qu'un certain nombre des propos que j'ai entendus, y compris d'ailleurs de l'excellente Agnès Verdier-Molinier, montre, sinon que l'entreprise est hors sol, une espèce d'incapacité, si vous voulez, à comprendre que les aspirations des peuples, les aspirations des gens, eh bien, ne rentrent pas forcément dans la rationalité économique qui vous est si chère. Et moi, je crois que le Brexit devrait peut-être être pour vous au moins une occasion d'en finir avec un certain nombre d'illusions. Parce que je pense que depuis, vous avez dit tout à l'heure, on a longtemps cru à la mondialisation, on a longtemps cru que le marché et la démocratie, ça allait ensemble, et on a cru à la mondialisation heureuse. Parce que, effectivement, le débat est un peu faussé en France. Les gens disent qu'ils sont anti-libéraux. Personnellement, moi, je crois que le libre-échangisme intégral est un problème majeur. Et d'ailleurs, que se passe-t-il ? Eh bien, le président Trump, on peut en penser ce qu'on veut, mais il défend ce qu'il pense être les intérêts des Américains avec un certain nombre de mesures qui peuvent être taxées de protectionnisme. Et je pense qu'au lieu, si vous voulez, d'en faire une question religieuse, comme si, effectivement, il y avait une espèce de Dieu souverain qui nous avait ordonné qu'il n'y ait plus de frontières jamais, si vous voulez, au lieu de se lancer là-dedans, ben, on devrait peut-être réfléchir, nous aussi, à défendre nos intérêts. Ce que je veux dire, c'est que y a des réalités anthropologiques. Et dans le fond, vous dites le Brexit, ça crée des incertitudes, mais moi je pense que c'est
d'abord, on sait maintenant, ils ne sont plus là, donc ça c'est une certitude. Les Anglais sont sortis. Entre nous, l'incertitude, vous l'aviez déjà de toute façon, parce qu'ils n'étaient pas dans l'euro, donc vous aviez déjà une grosse incertitude qui était liée au taux de change. Mais, comment dire, ce qui est sûr, c'est que quand une politique est fondée sur des réalités anthropologiques que sont les nations, eh bien, je pense qu'elle a plus de chances d'être durable. Ça ne veut pas dire, je crois que l'idée qu'on a le choix entre l'autarcie d'un côté, si vous voulez, c'est ça qu'on dit en fait aux adversaires de la mondialisation telle qu'elle se passe, on leur dit « Ah, vous êtes pour l'autarcie ». Ben non, une frontière, c'est pas comme une porte qui doit être ouverte ou fermée. Si vous voulez, le président Trump n'a pas fermé les frontières de l'Amérique. Simplement, effectivement, je crois qu'une des choses qui inquiètent beaucoup les peuples d'Europe et, à mon avis, à juste titre, c'est non pas la disparition, je ne vais pas vous insulter ici alors que je sais que vous vous battez pour que ça ne soit pas le cas, mais disons le déclin de l'industrie européenne. Je veux dire, eh bien, je pense que ça, c'est aussi des questions qui sont liées à la façon dont la mondialisation s'est passée. Et moi, je crois que c'est ça qui est en train de se passer. J'aimerais que les chefs d'entreprise de ce pays, parce que moi, personnellement, je suis très libéral. Je ne suis pas du tout anti-libéral. Je suis, je dirais, libéral national. Eh bien, je pense que les chefs d'entreprise les entreprises devraient tout de même réfléchir aujourd'hui à ce mouvement, parce que dans le monde, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt le retour des États. Voilà. Geoffroy Roux de Bézieux, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, il y a eu certains mensonges aussi portés par ce Brexit et cette dichotomie qu'il y a pu y avoir entre les grandes villes et la campagne. On a vu également qu'aux États-Unis, pour l'élection de Trump, c'était aussi un peu ça. Vous retenez quoi de ce qui s'est passé, que le peuple aussi anglais souhaitait très rapidement refaire un référendum au lendemain de l'arrivée du Brexit ? Non, je vais répondre à Elisabeth Lévy. Je ne suis pas forcément en désaccord sur au fond, ce que vous dites. Non, mais on ne peut pas aller contre la volonté des peuples. Après, il y a deux choses à dire. Oui, la Grande-Bretagne, qui est d'ailleurs, on l'oublie, a connu une énorme parenthèse de prospérité, puisque entre la Grande-Bretagne des années 70, c'est l'Union soviétique avec la démocratie, quoi, en gros. C'est un pays qui régresse, avec un État complètement impotent, etc. Thatcher arrive et fait une révolution réganienne brutale, très brutale. On oublie que les mineurs en grève ont été massacrés, que les nationalistes irlandais, on les a laissés mourir de la faim. Donc c'est une période très 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 tendue, mais qui crée une prospérité immense, sauf que cette prospérité, elle a été très mal partagée géographiquement, avec des villes métropoles extraordinairement prospères et des territoires absolument abandonnés. Si vous avez, moi j'ai vécu en Angleterre à cette période-là, j'ai vécu en Angleterre entre 83 et 90. Vous vous baladez à cette époque-là, c'est Ken Loach, et la misère du nord de l'Angleterre est absolument phénoménale. Parce qu'il n'y a pas de système redistributif, parce qu'il n'y a pas d'assurance sociale, et donc la prospérité n'a pas été partagée. Et donc le retour de bâton, c'est le Brexit qui vient des années plus tard, parce qu'on ne peut pas être prospère dans un pays qui ne l'est pas, on peut être prospère dans une région qui ne l'est pas. Et donc moi je ne suis pas en désaccord avec ce que vous dites. Là où je mets un bémol, c'est qu'il y a un retour, pas forcément de l'État, mais un retour des nations. Ça c'est clair, on disait en 1848 le réveil des nationalités, il y a le réveil des nationalités. Sauf que nous, petits États européens, si on se réveille tout seul, si j'ose dire, à la frontière de nos États, par rapport au continent chinois, qui est en fait un continent très nationaliste, et au réveil de l'Amérique, on ne fera pas le poids. Et c'est pour ça que je dis que le Brexit est peut-être une chance pour l'Europe, c'est que c'est le moment de penser souveraineté européenne. La première chose que j'ai fait pour vous faire plaisir en arrivant au MEDEF, je ne l'ai pas fait pour vous faire plaisir, j'ai créé un comité de souveraineté économique. Et je vous assure que parler de souveraineté économique au MEDEF, ça a fait drôle. Et oui, on a un sujet de souveraineté économique parce que oui, avoir des fabricants chinois de 5G, c'est pas forcément une bonne idée pour la souveraineté européenne. En tout cas, c'est un débat qu'on doit avoir. D'ailleurs, vous verrez, au mois de février, on sort un papier, alors le Conseil exécutif ne l'a pas encore approuvé, j'ai rêvé, mais enfin, j'espère qu'il le fera, je compte sur lui, un papier sur la Chine qu'on n'aurait pas écrit au MEDEF, ou tout du moins même dans le patronat européen, dans les entreprises européennes, il y a quelques années. Donc on on ne veut plus être les idiots du village mondial, on ne veut plus être des naïfs. Mais à l'inverse, si vous voulez, toutes les solutions, je ne vais pas tomber dans les caricatures, mais mononationales,
prônés par certains sont voués à l'échec à l'échelle de la planète. Il n'y a que l'Europe qui peut nous sauver. Et tout le problème, c'est pour ça que je reviens au fonctionnement de l'Europe, c'est que ce fonctionnement morcelé où l'unanimité d'un État peuplé de 300 000 personnes et qui est un paradis fiscal peut bloquer toute réforme ne peut pas durer. Et donc, je dis encore une fois, la solution, c'est de sortir par le haut avec une Europe forte, souveraine, capable de négocier à armes égales avec Xi Jinping et avec Trump. Une réaction, Elisabeth Lévy. Une phrase, parce que je veux pas une phrase. Non, mais une phrase. Tout ça serait bel et bon si, au sein de l'Europe, vous n'aviez pas effectivement des pays divers et variés qui défendent eux chacun leurs intérêts. Parce que moi, je pense qu'on a pu faire Airbus sans avoir besoin de cette grande usine à gaz qui est l'Union européenne, qui en plus n'est pas très légitime auprès des peuples. Il me semble qu'à l'intérieur même de l'Europe, il y a des pays qui défendent leurs intérêts. C'est pas ce que nous faisons. Hein. Yann Jolivet, vous avez fixé la thématique de ces incertitudes liées au Brexit. Vous allez nous en faire un petit peu la synthèse. Oui, donc je retiens surtout la fin de la situation d'être le naïf du village, donc c'est terminé, l'Ouravi c'est terminé, et puis ensuite revoir les droits d'auteur en fonction des superficies de propriété respectives. Voilà ce qu'on retiendra de cette première partie. Des droits de propriété respectifs, parce que des millièmes, des millièmes, voilà, c'est ça, tout à fait, des millièmes de copropriété. Voilà. Merci.